Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Fragments d'essence. Pas n'importe lequel, puisque nous t'accueillons aujourd'hui pour le Podcaston 2026, la deuxième édition à laquelle nous participons. Alors le Podcaston, qu'est-ce que c'est ? Un marathon de podcasts un petit peu spécifique, puisqu'il réunit plusieurs milliers de podcasts. Les derniers chiffres parlent de 2600 issus de 65 pays différents, avec un objectif simple, faire résonner la solidarité en donnant de la visibilité au plus grand nombre possible d'associations grâce au podcast. Durant cette semaine du Podcaston 2026, du 14 au 20 mars, chaque podcast participant fait découvrir une association ou une cause qui lui tient à cœur, sur un format au choix et évidemment totalement gratuit. Tout cela en fait l'initiative à but non lucratif la plus importante du monde du podcast, et ce rendez-vous annuel à la mi-mars est à chaque fois l'occasion d'une vague massive et internationale de contenu audio inspirant. L'année dernière, vous aviez découvert le Podcaston sur Fragments d'essence, ou sur un autre podcast d'ailleurs, en soutien de la Fondation des femmes, et cette année, sur une idée d'Alex, nous avons décidé de nous rendre à Clermont-Ferrand. Et à Clermont-Ferrand, comme dans toute grande ville qui se respecte, il y a des musées, des parcs, des transports et pour s'y rendre, une gare routière. Et à côté encore de cette gare routière, en périphérie du parking, on trouve l'archipel des Salins. Et cet archipel des Salins, c'est un lieu unique créé par et abritant l'association Terra Preta. On a eu le plaisir fin février de s'y rendre tous les deux et d'être accueillis par les membres de l'association. Alors évidemment, on remercie tous les bénévoles du Podcaston pour cette initiative, et sans plus attendre, laissons place à Terra Preta. Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement ? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Bonjour, donc bienvenue dans Fragments d'essence. Moi, c'est Chantal. Chantal, Elisa, enchanté. Alex et Florian. Donc on est ici dans le jardin de Terra Preta. C'est ça, Merci beaucoup de nous y accueillir. avec grand plaisir. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement donc, votre association, tant dans son historique que son action et vos rôles aussi dans tout ça ? Alors, Terra Preta, c'est une association qui a été créée en 2017 par 3 personnes qui avaient compris un peu avant tout le monde que les biodéchets sont une richesse et qui ont fait tout ce qu'ils ont pu faire pour obtenir cet endroit, donc qui est mis à disposition maintenant par la Clermont-Auvergne Métropole. Alors, l'association s'appelle Terra Preta, mais le lieu s'appelle Archipel des Salins, parce qu'il est situé place des Salins, qui s'appelle officiellement place Gambetta, et que tous les Clermontois appellent place des Salins, à côté de la gare routière. Ici, vous êtes dans le jardin, la partie où c'était un morceau de parking, une pelouse sur un parking. Donc maintenant, on a essayé, depuis qu'on a le jardin, ça fait à peu près 4 ans, on a essayé de laisser revenir la nature et on essaie d'accueillir la biodiversité et de favoriser son implantation en fait. Le jardin nous sert un petit peu d'exemple aux habitants, C'est ça. pas forcément que aux habitants, aussi aux écoles, aux groupes scolaires, périscolaires qui viennent visiter le jardin. Et en fait, on leur montre un petit peu différents types d'aménagements qu'on peut mettre en place dans un petit espace, même en centre-ville. Typiquement, on va avoir une haie sèche qui va attirer la biodiversité, on va avoir une petite mare, une spirale aromatique,
des nichoirs, des hôtels à insectes, Voilà, on a une rocaille, la rocaille, il y a pas mal de choses. Voilà, différents milieux en fait, humides, secs. voilà exactement. Ça nous sert un petit peu, c'est un parc pédagogique, un jardin pédagogique, on l'appelle comme ça. Alors, quel a été le déclic pour vous à titre personnel? Moi, je cherchais un endroit pour déposer mes biodéchets. Et donc, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé cet endroit. Donc, il y a déjà 4 ans. Je suis venue là pour déposer les biodéchets. Puis j'ai trouvé des gens qui m'ont accueilli. Et j'ai trouvé que le but de l'association, le lieu, c'était intéressant. Donc, je suis restée, en fait. Vous n'êtes jamais reparti? Je suis jamais repartie, du coup. Moi, c'est un petit peu différent. Je suis salariée, alors j'ai eu la chance de postuler, d'être prise. On a embauché. C'est On ça, l'a choisi. Depuis pas longtemps, depuis Non. faire un an, un peu plus d'un an, ouais. C'est un peu différent par rapport à Chantal. Donc l'association, elle accueille des salariés? Oui, on a 2 salariés. D'accord. Parce que ça paraît pas, mais s'occuper du point d'apport volontaire, c'est pas si simple que ça. Il faut les trimballer, il faut les peser, il faut les composter, enfin les mettre dans les composteurs. C'est un gros travail, il faut tout nettoyer. C'est un travail assez important quand même. Donc c'est pour ça qu'on a 2 salariés. Puis il faut gérer le jardin. Les animations, Ils font des animations dans les écoles, dans certaines entreprises, sur des événements aussi, comme GL Events, la Geek Convention, le Festival du court-métrage. On participe à des choses localement et ça prend du temps. Donc vous êtes en partenariat avec la métropole de Clermont-Ferrand? Oui, tout à fait. Et c'est la métropole qui subventionne pour qu'on puisse payer les salariés. D'accord. c'est ça. Et nous, Sinon, tout après, le reste, c'est nos prestations qui nous font vivre. Et pourquoi le nom Terra Preta alors? Ah, Terra Preta. Alors, Terra Preta, ça veut dire terre noire en portugais. Et c'est le nom qu'on a donné à un sol qu'on a découvert il y a très longtemps. Un sol très très riche, très fertile, qui contient des matières organiques, du charbon de bois, des tessons de poterie, etc. Et ce sol, il a été découvert un peu par hasard. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il permettait de nourrir sur un petit espace beaucoup de gens. Et donc, c'est un peu notre modèle, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a donné le nom Terra Preta, tout simplement. Donc c'est un sol qui contient beaucoup de nutriments? Oui, c'est ça. C'est un sol très, très Oui. riche, très Ouais. fertile. Parce qu'en fait, il a été amendé par l'homme. Mhm. Par les hommes il y a longtemps. Ok, Un peu comme le compost. C'est du compost, en fait. C'est ça. d'accord. C'est un compost très, très riche, très ancien, qui s'est renouvelé. Et en termes de compost, hein, justement, vous avez donc ici un certain nombre de points d'apport qui sont Oui. uniquement localisés sur cette archipel des Salins? En fait, on a un point d'apport volontaire. Ouais. Donc les 4 abri-bacs qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les habitants viennent déposer leurs biodéchets. Et nous, comme vous expliquait Chantal, nous les salariés, on est là 2 fois par semaine à le vider. Donc soit on composte un maximum, c'est ce qu'on essaye sur notre site, soit tout ce qu'on peut pas, à un moment donné, il y a trop de quantité, on envoie à la méthanisation à Cournon, au méthaniseur pour faire du biogaz pour la vie. D'accord. Mais sinon, là, on fait un maximum de compost ici. Donc là, il y a 3 composts. On a le projet 2026, ça fait partie des choses importantes. On va créer un maximum de compost, parce qu'on va essayer de composter un maximum. Quels sont les ateliers que vous organisez alors au quotidien? Tout un tas de choses. Alors ici, à l'archipel des Salins, c'est quand même axé, même à l'extérieur d'ailleurs, axé biodiversité et environnement. Donc ça va être création de semis, identification de la faune du compost, la faune de la mare, création de nichoirs pour les oiseaux. Franchement, on va faire tout ce qu'il y a autour de la biodiversité. Et on a fait un petit peu plus en 2025 des créations un peu du style do it yourself, les DIY, de création un peu nature, faire du land art, une impression végétale sur tissu. Voilà, faire découvrir une autre manière de voir la nature. D'accord. Vous voyez que vous aviez des semis qui étaient mis à disposition, c'est pour les habitants, Oui, c'est ça? oui, c'est ça. On fait les semis, ensuite on vend à prix libre les petits plants pour les particuliers. Super. Ils passent nous voir, comme ça. C'est mieux qu'une jardinerie. Alors C'est on plus fait local. souvent, ce qui marche le mieux, c'est les plantes aromatiques. Oui. Le thym, la menthe, le romarin, tout ça, ça marche bien. Les fraises aussi, ça marche bien aussi. D'ailleurs, on n'en a plus. On en a Elles plus, sont toutes ça y est. perdues. Elles sont toutes Ah bah, tant parties. mieux. tant Bah, mieux. justement, dans ce lieu, qu'est-ce que vous cultivez?
Alors, comme on vous l'a dit, c'est un parc pédagogique, donc on ne fait pas énormément de culture. C'est pas de la culture pour faire C'est de pas la de la culture. culture. On C'est ne vraiment- plante pas des poireaux ou des pommes de terre. Hein. C'est surtout des plantes aromatiques. Plein de plantes locales, de fleurs. Voilà, on a des fraises, on a des framboisiers, on a des arbres fruitiers là qui commencent à être beaux. Si vous aviez une chose à nous apprendre sur tous les spécimens qui sont ici, peut-être votre favori sur tout ce lieu. C'est dur comme question. C'est dur comme question. Favori C'est laquelle, Moi, toi j'adore la baie de goji parce que c'est pas commun. Et puis quand c'est en fleurs, c'est magnifique. Ça fait des toutes petites fleurs roses, mais il y en a partout. C'est formidable. Et c'est là. Bon, là, elle est en train de mettre ses feuilles. Ouais. C'est très chouette quand c'est en fleurs. Moi, ça serait plus simple, efficace, le romarin. Le romarin. Le romarin, Ok. Oui, c'est c'est résistant, immortel, ça sent bon, on peut l'utiliser partout, cosmétique, Ah oui. cuisine. C'est vrai. Ça attire les pollinisateurs ou alors la consoude. C'est la consoude, je trouve qu'elle est trop sous-cotée. Ça fait des belles et grandes Ah oui, feuilles c'est et beau, puis oui. ça fait des petites fleurs bleu-violettes. C'est Pareil, beau aussi, ouais. ça attire les pollinisateurs. On a un chèvrefeuille aussi qui est super beau, qui sent bon quand il est en fleurs, quand c'est de la saison. Il est juste là. Il sent bon quand on passe là, c'est formidable. C'est pas la meilleure période où Là c'est tout de suite, vous arrivé, êtes venu un peu trop tôt. Printemps, été, ça doit être l'explosion de. Et puis alors, ce l'odeur qui est et bien saveur. en été, ce qui est bien, c'est que comme c'est très vert, on voit presque plus les alentours. Le parking, on le voit plus. Là-bas, on le voit plus. Vous êtes dans une bulle. On Exactement. est dans notre bulle. En plus, il fait plus frais qu'à l'extérieur. On est trop bien. Super. Très agréable. Et alors la biodiversité, pourquoi ça compte? La biodiversité, c'est super important. Enfin, moi, je ne vous parle pas en tant que scientifique, je vous parle en tant que Madame Lambda, là, qui s'est intéressée au sujet. La biodiversité, c'est tout l'ensemble des êtres vivants, les hommes y compris. Et quand il y a une grande diversité de plantes, ça permet aux écosystèmes de fonctionner correctement, d'être résilients, de s'adapter, et surtout de faire de remplir leur fonction, en fait. Leur fonction qui est maintenir la qualité de l'air, maintenir la qualité de l'eau, maintenir la qualité des sols. Par exemple, les arbres, ils captent le CO2, et ils émettent de l'oxygène qui est indispensable à la vie. Donc ça, c'est un exemple que tout le monde connaît. Il y a les pollinisateurs. Si on ne les avait pas, on n'aurait pas de fruits non plus, ou très peu. Donc en fait, c'est la base, quoi. S'il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de vie. D'un point de vue purement égoïste, c'est des nous aussi. Enfin, typiquement, Oui, les personnes qui veulent pas, non, la biodiversité, on n'en a pas besoin, Si. ça en fait partie aussi à part entière. Donc, Ben dans oui, ton puis on en a intérêt besoin. aussi. C'est tout un système qui s'imbrique l'un dans l'autre. Et c'est indispensable. On ne peut pas exister sur Terre sans biodiversité. Puis c'est juste magnifique aussi de C'est voir juste magnifique. des oiseaux, des insectes Tout là, à à l'heure, on côté regardait de soi, c'est génial. Les osnis tout à l'heure. Ouais. Vous diriez qu'ici, vous avez peut-être un peu un objectif pour les habitants de reconnexion à la nature? Tout à fait. Complètement. Tout à fait. Leur proposer Tous les un gens qui espace. Tous les gens qui rentrent et nous disent « Oh, c'est magnifique cet endroit, je savais pas qu'il y avait ça, c'est trop bien, etc. » Je pense que les gens en ont besoin. Et quand on leur apporte un petit peu de nature, ils sont contents. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui viennent juste, même s'ils ne sont pas forcément passionnés par la nature et la biodiversité, juste se poser, profiter d'un espace au calme, avec un tout petit peu de verdure, ça leur va très bien. Oui. Donc de reconnexion, comme vous disiez. Oui, je pense que ça nous permet aussi de montrer que la nature en ville, c'est important. Et si on peut essayer d'en mettre un peu plus, de donner l'exemple, ça serait sympa aussi. Parce que je pense que les gens en ont besoin. On a tous besoin d'un espace vert, des arbres, des fleurs. On a essayé l'année dernière, on va recommencer cette année, de verdir le pied des arbres là, qui sont à l'extérieur. Bon, il y en a quelques-uns où ça ne marche pas parce qu'il y a trop le parking, mais là, ceux-là, ils étaient tout en fleurs, c'était super joli. La base. On essaie de faire des petites choses pour attirer un peu les gens, pour qu'ils se disent « Ah, mais moi, je peux faire pareil chez moi. » Oui, puis en plus, les pollinisateurs, ils sont contents. Ils trouvent de quoi butiner. Nous aussi. Et nous, on est contents parce qu'on voit des fleurs. On est contents, on voit des insectes, on va faire des photos. On est contents. Quelles difficultés vous rencontrez au quotidien? Honnêtement, le fait peut-être que l'archipel et que notre association elle soit pas forcément assez connue, je pense que vu le nombre d'habitants qu'il y a autour, je trouve qu'il n'y a pas énormément de passages proportionnellement.
Ce serait bien qu'il y ait plus de personnes qui viennent découvrir en fait ce qu'il y a juste en bas de chez eux aussi. Ou alors d'ouvrir aussi le lieu un peu plus large aux habitants, les habitants de Clermont qui sont un peu plus loin typiquement. On a un peu de mal à se faire peut-être connaître. Il nous manque aussi un peu de bénévoles pour nous aider un peu au jardin. Mais je pense que toutes les associations ont ce genre de problème. Ouais. On n'est pas les... On est quand même pas mal lotis, mais bon, c'est vrai qu'on On est pas mal lotis, c'est vrai. pourrait avoir un peu plus de bénévoles. Et vos victoires alors? Est-ce que vous aurez des exemples de réussite que vous aimeriez partager? La liste, elle est longue, hein, vous êtes prêts D'avoir augmenté les animations. Ah oui, d'avoir 2025, augmenté, typiquement, on a fait beaucoup plus d'animations à l'extérieur, dans les écoles surtout, dans les écoles. les accueils périscolaires. Les entreprises aussi, de plus en plus. Oui, Que ce soit sensibilisation biodiversité ou alors gestion des biodéchets. Il y a beaucoup plus d'entreprises, notamment JL Event, qui s'occupent des 3 sites principaux ici. Donc la Grande Halle, Polydôme et le Zénith. Et en fait, on gère leurs biodéchets. Et ça, c'est une victoire, en fait, d'être déjà de toucher plus de personnes et d'être un peu plus reconnu aussi. Une grosse victoire pour le moment. On essaye encore on essaye de développer et on l'espère. Puis il y a aussi la future construction de la serre, c'est une victoire aussi. Grosse victoire On a aussi. postulé au budget écologique et citoyen, qui est organisé par le département, avec un projet pour construire une serre. Et on a obtenu le budget. Donc cet été, on va construire la serre. Donc revenez à l'automne, vous verrez la serre. Et c'est une serre bioclimatique. C'est une serre bioclimatique, à côté de la mare. D'accord. C'est une petite serre. Ça va faire une jolie petite serre. On pourra faire des petits semis, montrer aux enfants comment on fait pousser des choses. Super, bravo. À ce sujet-là, quelle évolution des comportements vous avez observé au fil des années? Par rapport aux biodéchets, typiquement, les prédécesseurs, quand ils sont venus s'installer ici, quand ils ont créé l'association en 2017, tout de suite, les habitants ont joué le jeu, ont apporté leurs biodéchets. Ouais. Tellement bien joué le jeu qu'il y avait énormément de quantités qui étaient dures à gérer en fait, manuellement, sans machine, sans rien. Donc, je sais pas, les gens vont jouer le jeu ici, en tout cas, depuis le début. Ouais, depuis le début, c'est vrai. Parfois, il suffit simplement de mettre, il mettre en place les solution. De donner proposer la solution ou un début de solution. Comment nourrit-on alors une société dans le respect du vivant? C'est un devoir de philosophie. Vous avez 4 heures. Ah, bon. Ça, c'est une question à laquelle est difficile de répondre. Oui. Cultiver un respect déjà du vivant, un respect de la nature. Et cultiver localement, consommer localement. Peut-être que c'est aussi une façon de permettre une agriculture de proximité. Beaucoup. Sensibiliser les enfants notamment. On le voit, nous, quand on intervient, typiquement, l'année dernière, on a fait énormément d'animations à Aristide-Briand, une école qui est juste à côté. Et on le voit très bien, les enfants, ils s'y connaissent quand même un petit peu, niveau environnement, biodiversité. Mais ils sont toujours très contents d'aller après répéter à leur entourage, papa, maman, papy, mamie. Mais en fait, voilà, faut partir quelque part. Donc, animation, sensibilisation, les enfants vont le répéter aussi aux parents. Et peut-être un petit point de départ. Petit effet domino après. Ouais, exactement. Après, bon, voilà, ça dépend aussi dans le cercle dans lequel les enfants aussi grandissent. Parce que tout le monde n'est pas sensibilisé aussi à l'environnement. Et c'est vrai que, typiquement, des parents pas sensibilisés, ils n'ont pas forcément sensibilisé leur enfant. Donc, c'est aussi la sensibilisation à l'échelle peut-être du grand public. C'est quoi vos petits gestes, justement, pour mieux cultiver? Quelles seraient les recommandations que vous donneriez à quelqu'un qui, pour le coup, n'y connaît absolument rien, a envie de se faire un petit jardin? Alors déjà, essayer d'aller récupérer des plants ou des graines, pas forcément dans les grandes jardineries. Essayer de faire le troc, d'aller à droite, à gauche, favoriser les plantes locales, qui sont déjà aussi plus résistantes, et qui ne viennent pas d'un peu partout dans le monde. Ne pas hésiter à glaner un peu des informations à droite, à gauche, d'échanger les informations, d'essayer de rencontrer des personnes typiquement... Chez Terra Preta, par exemple. Typiquement, voilà, par exemple. Il y a des gens qui font leur jardin d'une façon naturelle depuis longtemps. Exactement, pour l'expérience. L'expérience, oui, c'est ça. Mais bon, être le plus naturel possible, ne pas utiliser de produits, essayer de trouver toujours des solutions naturelles
Il en existe, donc on peut Beaucoup. et être patient. Le jardin, c'est une question de patience aussi. Mais c'est pas une science exacte. C'est Faut pas une science pas- exacte, ça n'a pas marché cette année, Ouais. ça marchera peut-être l'année prochaine. Des fois, il faut arrêter de réfléchir. C'est pas parce que un tel plante comme ça ou a décidé de planter comme ça que Faut faire pareil. tu es obligé de faire pareil. Tu peux le C'est faire ça. autrement, ça poussera tout pareil. Faut se faire confiance, faut essayer, faut expérimenter. C'est pas une science exacte, le jardin. Alors, si on a en perspective l'horizon 2050, alors quel est notre imaginaire collectif à cet horizon? Bah déjà, il faudrait que les gens se regroupent, se mobilisent autour des problèmes de l'environnement. En fait. Il y en a déjà, mais pas assez. Bon, il y a une pétition contre la loi du plomb, une mobilisation contre la 69, mais c'est pas assez. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de gens qui se regroupent pour faire bouger un peu. Et je pense que si la base bouge, ça finira par interpeller les milieux politiques. Peut-être ça pourra faire bouger là-haut. Donc pour 2050, mais 2050 c'est un peu loin. Hein. Moi je préférerais qu'on dise 2027, ce serait mieux. Ça serait plus proche. Parce que si on attend en 2050, c'est... Mais après, on peut toujours rêver à une ville toute verte, à des parkings qui soient transformés en jardin. On peut toujours faire des rêves comme ça, mais bon. Faut arrêter de penser qu'il n'y a, Arrêtez. pas de petits gestes. Un Pas de petit petits geste, gestes. plus un petit geste, plus un petit geste. C'est mais à la ça, fin, c'est ça. Ouais. L'effet de Oui, groupe, et c'est voilà. une communauté, Moi, je bah, pense c'est un que gros les- geste. Donc, Le faut fait que essayer. les gens se groupent, il faut que Ouais. les gens se groupent, c'est la force. oui, qu'il y ait des assos ou des collectifs ou des choses comme ça pour faire bouger les choses. Qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui ne se sentent pas concernés par votre combat, en tout cas, si on peut appeler ça un combat? D'ouvrir les yeux. Oui, voilà. Sortez de chez vous, allez en forêt, regardez les arbres qui sont malades ou les arbres qui sont morts, les étangs où il n'y a plus de grenouilles, les parcs de la ville où il n'y a plus de moineaux. Posez-vous des questions, quoi. Pourquoi Vous demandez à votre papa, à votre grand-père comment c'était quand il était petit. Il y avait des moineaux partout, des grenouilles et tout. Il n'y en a plus, donc réfléchissez, c'est pas compliqué. Il suffit d'ouvrir les yeux, de sortir de son canapé. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on est devenu si indifférent à notre environnement, qu'on a perdu cette capacité d'émerveillement? Je sais pas, peut-être Parce parce qu'on a perdu l'habitude de regarder autour de soi. Ouais, on est devenu beaucoup trop nombriliques aussi. On ne sait pas lever la tête et juste profiter et regarder. Typiquement, on marche dans la rue, on traverse, il y a énormément d'oiseaux qui viennent dans nos platanes, même en ville. Ça, personne ne les observe. En fait, on ne sait pas regarder toutes les petites choses on sait positives et les belles choses qu'il y a Même quand, on en ville. propose, regarde, on a fait le comptage des oiseaux fin janvier, on était 3. Alors que le comptage des oiseaux, c'est quelque chose d'organisé par la LPO. On vient au jardin et on compte les oiseaux pendant 1 heure. Bon, nous, on est venus, on a compté les oiseaux, jardonneret, les mésanges. Mais on était 3 personnes, alors qu'on a fait une petite communication pour inviter les gens du quartier. Donc, tout simplement sortir pour aller voir ce qui se passe. Il n'y a pas besoin non plus de passer énormément de temps. Non, non. On peut comprendre que vie pro, vie perso, c'est difficile à gérer, mais accorder Et en fait, 10-15 minutes, aller 1 heure max par semaine et encore, bon, peut-être aussi que c'est faisable. la vie moderne, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour faire ce genre de choses. Il faut aussi comprendre ça. Quand on travaille, on galope à gauche, à droite, transport en commun, ou voiture, ou truc. On n'a pas forcément le temps d'ouvrir nos yeux sur la nature. Et c'est dommage. C'est l'art de ralentir. Alors, il faut apprendre à ralentir, c'est ça. C'est un bouquin qui s'appelle comme ça, l'art de Ah ouais, ralentir. ouais. C'est pas Il mal. faut apprendre à regarder. Finalement, le jardin l'apprend un petit peu aussi, à ralentir. Oui, oui, complètement, là, oui, c'est sûr. Est-ce qu'on peut faire peut-être un tour de l'archipel? Ah oui, Avant de bien passer sûr, à la suite. volontiers. Si vous avez des choses à nous présenter. Alors, vous voyez, ça, c'est un artichaut. Mais il a poussé là tout seul. Hein, parce qu'on en avait mis ici, et puis il s'est semé. Alors, il devient comme ça, puis c'est tout violet en haut. C'est magnifique. Donc, on le laisse parce que c'est trop beau. Et donc l'artichaut, c'est la fleur qui arrive en bout de tige c'est ça. et qu'on coupe ensuite. C'est ça. Il en produit un seul par plant ou plusieurs? Plusieurs. Plusieurs. Ouais, plusieurs. Mais on l'a pas planté. Tout seul. Un miracle de la nature. Voilà, il s'est mis là tout seul. Comme Il quoi, y en a dans les beaucoup de bonnes miracles conditions. ici. Hein. Et là, qu'est-ce que c'est écrit? Ça, c'est de la consoude. Ça, c'est de la consoude qui commence à ressortir. Qui va devenir très grosse. Qui va devenir vraiment là, énorme. ça, c'est un pommier. On a planté un pied de kiwi l'année dernière. Le kiwi, c'est comme une liane, hein. Ça grimpe.
En fait, on peut faire un treillis uniquement avec du kiwi, Moi, je pense, oui. comme on le ferait et on le voit souvent avec de la vigne. Oui. En fait, il faudra peut-être le faire partir. Oui, il faut le suivre. Il ne va pas le faire tout seul. Mais... Ensuite, à un moment, on a construit aussi la spirale aromatique. C'est une manière de montrer en fait qu'on peut faire une culture un peu différente. Là, c'est une petite, parce que bien sûr, il y a des spirales qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus hautes. Et le principe, en fait, c'est de mettre les plantes qui résistent à la chaleur En haut. en haut, et ça. celles qui résistent de moins en moins plus vers le bas. Ah. C'est d'adapter en fait en fonction. Voilà, c'est ça. Et pourquoi ça aide le fait qu'elle soit en hauteur ou plus bas? Parce qu'en bas, il y a les pierres qui vont garder, qui vont accumuler la fraîcheur, donc qui vont garder ce côté un peu plus humide. De la nuit. Et puis forcément, tout ce qui est en haut va être exposé Ouais. quasiment toute la journée au soleil. Un exemple d'aménagement qu'on fait pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Dans notre petite mare aussi. Ah, la petite mare. Alors, dans laquelle on a planté récemment, on a mis récemment, à l'automne, un nénuphar. Et j'espère qu'il va... Ah oui, c'est bon, regarde, il y a des petites feuilles. Bon, le nénuphar, il est bien, tu vois. Donc, on aura peut-être une fleur de nénuphar. Petite mare en récup, avec une On a baignoire des de iris récupération. Mais Des elle iris d'eau. est habitée. Il y a pas mal d'organismes, larves, limnées, litiques, et j'en passe. Et pourquoi c'est important ou en tout cas intéressant d'avoir une mare chez soi? Alors déjà, ça permet La biodiversité. d'avoir une biodiversité déjà différente, pas forcément On a des d'autres insectes terrestres, entre guillemets, ou des pollinisateurs. Il y a aussi des animaux. Ça fait aussi un petit peu de fraîcheur en été. 2 en 1. Et donc la serre sera là. Ok. D'accord. Qu'est-ce que vous allez cultiver? Plein de choses. Plein de choses. Plein de semis. On fera des semis pour faire des plants après. Ouais. Je sais pas, on verra. On va essayer un Verra petit un peu peu. de développer un peu de culture légumes, ce genre de choses, histoire d'être un peu plus autonome d'un point de vue alimentaire, parce qu'on fait énormément de repas partagés, ouverts à tout le monde, adhérents ou pas adhérents à l'association. Tous les lundis midi, ou alors le premier samedi de chaque mois, les soirs, à partir de 18h. Voilà, on accueille les personnes qui veulent venir. En fait. C'est ça. Donc ça Et serait bien de voilà. cuisiner un peu ce qu'on peut avoir dans le jardin. Voilà. C'est l'objectif. Ce serait génial, ouais. Ouais, ça serait bien. On espère. Des petites salades, des petits radis, Ouais. des choses comme ça. Est-ce que vous diriez que vous faites de la permaculture? Ça veut tout dire et rien dire, la permaculture, mais oui, on peut dire que oui. On essaye d'alterner les cultures, on n'utilise pas de produits, on essaye d'optimiser le jardin, on essaye... c'est les grands axes. Les axes, ouais. En fait, on en fait naturellement, en fait. C'est notre manière déjà de base de jardiner, il n'y en a pas d'autre. Oui, on fait de la permaculture, on va dire. Voilà. On peut dire ça. Et on a notre pêcher, là. Là aussi, il est beau. Déjà en fleurs. Déjà en fleurs. Ah. Là, le poirier commence aussi. On peut pas tarder, regarde. Votre péché, il vous donne des fruits, donc. Oui. Oui, des petites pêches de vigne. Très qui bon sont comme d'ailleurs. ça. Très, très bon. Validé, approuvé. Les pêches qui sont un peu roses, là, les pêches de vigne. Très, très chouettes. Ah, c'est mon rêve, ça. Et là, on a un arbre. On ne sait pas trop si c'est un abricotier ou un pêcher. Trop tôt. Comment ça, vous savez pas trop? Non, on ne sait pas. Parce qu'en fait, il a poussé là. On ne sait pas comment. Et donc, voilà. Un autre miracle. On attend qu'il fasse des fruits pour savoir. Pour savoir ce que il s'est invité ici. Bah, il Il y s'est a beaucoup de invité choses là. comme ça aussi. On Il est attend beau. de voir. Je crois que c'est pas un pêcher parce qu'il n'a pas la même fleur que le pêcher. Peut-être que c'est un abricotier, je ne sais pas. Et ça, c'est un hôtel à insectes. Ah, un insecte, ok. Il y a des petites bestioles qui rentrent dedans, qui s'abritent, qui viennent nicher. Ben regarde, là, On voit que ça, c'est tu vois, c'est des trous qui ont été bouchés. Donc l'insecte, il rentre dedans, il s'abrite pour l'hiver, il fait une espèce de colle, enfin de salive, je sais pas, et il bouche le trou pour être tranquille. Ou alors il pond ses œufs, il les ferme, il s'en va. Les œufs, ils poussent, ils reviennent tout seuls. Il y a différents trous aussi, et parce que c'est pas pour les mêmes espèces. C'est pas pour- Typiquement, voilà. les abeilles solitaires, Chaque- ils vont chaque- apprécier les trous beaucoup plus gros, elles sont déjà naturellement plus grosses. Ou alors les entailles comme ça peut être aussi les perce-oreilles. Les perce-oreilles, oui. Ils aiment bien. On essaie d'optimiser, de proposer différents lieux pour différentes espèces. Mais Sans- des petits sans hôtels ça, comme faut- ça, il y en a un peu partout dissimulés dans le jardin. D'accord. Sans curie un peu. C'est Oui, c'est vrai.
Et du coup, j'ai du mal à me rendre compte, les perce-oreilles, ça a un intérêt pour le jardin? Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait un perce-oreille? Et ben déjà, il est dans la chaîne alimentaire, donc il sert déjà à nourrir une Quelqu'un. autre espèce. Quelqu'un. Un autre animal, pardon. Bah, c'est quelqu'un d'autre. Chaque insecte, c'est pas parce qu'il n'est pas forcément pollinisateur qu'il a pas d'intérêt. Non, les insectes, chaque insecte a Ouais. son rôle à jouer dans la chaîne alimentaire, c'est sûr. On a le parc à compost, peut-être qu'on pourrait leur... Ah oui, on va leur Oui, montrer avec ça. plaisir. Oui, on va les voir. Ça fait partie un des projets qu'on aimerait développer, comme on vous expliquait tout à l'heure, faire plus de compost. Donc on va vous montrer l'endroit où on a fait. Super, merci. Alors les bacs sont là. Si vous les avez vus en rentrant. Donc ils sont accessibles de l'extérieur. Donc voilà, par exemple, là, une dame, merci madame, elle me fait une démonstration. Et ensuite, ils sont traités là et puis ils sont mis à composter ici. Donc le projet, c'est de faire d'autres composteurs là. Vous auriez quelques idées préconçues à démonter sur le compost, la manière dont on le fait? Il y en a plusieurs. Ou alors ce qu'on peut mettre Ce qu'on dedans. met, ce qu'on met pas, Ouais. voilà. Ah, ce qu'on met, ce qu'on met C'est pas. souvent ça. Alors, on ne peut pas mettre tout ce qui est orange, citron, ça vient acidifier le compost. C'est faux. C'est faux. C'est pas faux, vrai. on peut en mettre. Il en faudrait des quantités astronomiques pour que ça vienne acidifier. Et quand bien même, il y a plein de choses qui viennent contrebalancer ça, typiquement les coquilles d'œufs. D'accord. Voilà, plus calcaire. Donc on peut mettre un peu tout. On peut tout mettre. Coquille d'œuf bien broyée en quantité limitée? Alors, n'importe quel aliment qu'on met dedans, le top du top, c'est de le concasser avant. D'accord. Oui, parce que nous on est obligé de couper, sinon le casser, Ouais. enfin, le réduire, parce que si les morceaux sont trop gros, ça prend trop longtemps pour être décomposé. C'est ça. Ouais. Mais nous, on a un peu un fonctionnement un peu différent. Une seule fois, quasiment, ou deux fois maximum, on remplit ces composts. Oui, On a donc, des quantités, on a à peu près à 350 kilos par semaine. Ouais. Donc c'est énorme. Nous, ce qu'on Donc, fait, on fait sous forme comme des lasagnes. Différents types de manières de composter. Nous, on fait directement au sol. On met une couche, on met un petit peu de broyat sur la terre. On met nos biodéchets qu'on vient concasser un maximum. On essaye on trie, on essaye d'enlever toutes les erreurs de tri, des choses qu'on n'accepte pas. On remet du broyat, on mélange et on laisse la nature faire. Et le temps. Voilà. Et on le laisse reposer combien de temps? Ça dépend. Faut regarder, en fait, on le suit régulièrement. Tous les 2 jours, nous, on prend la température, on observe. Si c'est un peu trop humide, bah voilà, typiquement, on les ouvre comme aujourd'hui. Bon, là, il fait beau, donc c'est génial. Et puis après, bah, on voit si c'est trop sec, on aura tendance à rajouter un petit peu de biodéchets par-dessus, ou alors on vient juste humidifier, ou en fait, on observe, mais c'est à peu près minimum 6 mois en fonction de la quantité. En fait, plus on composte en grosse quantité, plus ça va se décomposer plus vite, plus ça va monter en température plus vite et plus chaud aussi. Donc ça dépend un petit peu. C'est pour ça que du compost chez un particulier, ça va mettre beaucoup plus de temps parce que c'est des petits apports par petits apports. Donc c'est un peu différent. Quand vous dites que vous prenez la température, vous prenez vraiment Oui, la Oh, la température avec... température, c'était à prendre au sens littéral. Oui, c'est ça, D'accord. On met, exactement. parce qu'en Comment fait, il mettre. faut savoir qu'un compost, au centre, même partout, mais surtout au centre, il va y avoir une grosse montée de chaleur, jusqu'à 70-80 degrés. Donc nous, Fermentation qui typiquement, fait ça. on a un petit thermomètre qui reste en surface, à peu près à 20 cm. Et on a atteint 74 degrés en surface. Ouais, celui-là, ouais. Donc un peu plus Là. profond, on aurait quand même beaucoup plus. Voilà, D'accord. Et pour un particulier, le gazon, c'est possible. c'est possible dans le compost? C'est possible. Pour faire du beau compost, le problème souvent pour les particuliers, c'est parce qu'ils ne mettent pas assez de matière sèche. Typiquement, il faut faire à peu près moitié de biodéchets, moitié de matière sèche. Et du coup, la matière sèche, ça peut être des feuilles mortes, ça peut être la tombe d'arbres, etc. Mais le top du top, nous, c'est ce qu'on utilise, c'est du broyat. Du broyat, c'est des copeaux de bois fragmentés, donc assez Les finement. branches. C'est ça. Parce qu'en fait, ça va venir aérer, donc ça va apporter du carbone. Donc c'est ce qu'il faut. Mais en fait, ça va aérer le compost. Et en fait, il faut de l'oxygène à un bon compost. Parce que s'il n'y en a pas, ça va se tasser beaucoup plus. Ça va partir en fermentation. On appelle ça en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Et c'est là où souvent, ça sent mauvais, c'est désagréable. Et c'est l'erreur première du compost chez les particuliers. Donc quand c'est comme ça, on aère le compost, on mélange et on essaie d'ajouter une matière un peu plus structurante. Des branches, comme disait Chantal, ou du copeau de bois. Voilà. Donc théoriquement, même la tonte d'arbre, dans une certaine mesure, on pourrait en mettre? On peut en mettre, mais attention, c'est pas mettre que de la tonte d'arbre. Oui.
Sinon, surplus d'azote, c'est ça? Ouais, c'est ça. Plus d'azote. C'est un petit juste milieu, c'est un peu comme une recette. D'accord. Quand on met quelque chose, il faut essayer de contrebalancer avec autre chose. Faut bien doser, pas trop Ouais. sucré, pas trop salé. Exactement. Voilà, c'est C'est pour ça que c'est exactement pas une science exacte, il faut regarder et en fait, faut suivre en fait. D'accord. Voilà. Et ces deux composteurs, c'est des composteurs que Clermont vers Métropole nous ont mis à disposition. Super. Et là, on a acheté ce qu'il faut pour en créer d'autres nous-mêmes. Donc c'est un petit budget, mais on essaye justement dans notre objectif de faire plus de compost, en créer d'autres. Donc là, typiquement, ça va se transformer en parc de compostage, on l'appelle ça comme ça, mais Ouais. voilà, c'est l'objectif, c'est d'en mettre 1, 2, 3, 4 maximum qui pourraient en venir. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des ateliers, je crois, où vous créez du mobilier de jardin ou atelier bois? Alors, Il m'a semblé voir ça. typiquement, là, on va en créer un au mois de mars. On a un atelier le troisième mercredi du mois de mars. C'est l'occasion de montrer aux gens, venez apprendre à bricoler. Et en fait, on les inclut dans le projet là de Terra Preta de créer un bac de compost. Sinon, on a d'autres ateliers, typiquement création de nichoirs, de tels insectes. Et après, sinon, c'est plutôt sous forme de prestations. Il y a beaucoup d'écoles, notamment, qui font appel à nous pour créer du mobilier. Ça peut être des bancs, ça peut être des tables, des bacs de culture, des bacs de compost. C'est très vaste. On fait plein de choses, en fait. On s'ennuie pas. Vous êtes partout. On essaye d'être partout. On s'ennuie pas. Merci beaucoup pour la visite. Avec plaisir. Je sais pas, est-ce qu'on leur fait visiter notre Si ça salle les de- intéresse, on fait notre visiter salle de l'intérieur. stockage pour vous montrer tout le biodéchet, comment on ne peut pas les composter, comment on fait pour les traiter. Avec Ah plaisir. oui, si vous voulez, oui. Bah oui, allez, on y va. Alors, les poubelles les plus petites, c'est ce qu'il y a dans les 4 abri-bacs que Chantal vous montrait. Et en fait, on en a 8 et en fait, on fait toujours un roulement 2 fois par semaine. On sort les pleines et en fait, on met des propres. Soit on les composte directement là où vous montrez dans le parc. Et tout ce qu'on peut pas, en fait, on les met dans les grosses poubelles. Et en fait, on le fait pas à la main, on a une bascule Là-bas. oui, d'accord. là-bas. Donc ça prend le bac, ça le soulève. Ouais. Anciennement, les prédesteurs le faisaient à la main. Ouais, avec la Mais du coup, J'imagine que ça faisait lourd. ouais, c'était lourd, Ouais, c'était c'est long. long. Et C'est long, là, comme vous expliquez, en fait, ça s'est Le dos. développé très, 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 très vite. Et du coup, on a eu une subvention. Ouais, on a eu une subvention Valtom. pour ça, ouais, du Valtom. Et du coup, voilà. On a acheté ça, c'était. Voilà. D'accord. Et bien sûr, on pèse tous les biodéchets. Là, on a une petite Contrôle. balance chaque semaine, combien on a eu. Et après, chaque année, on fait petite transmission Équipement. auprès de Ouais. Clermont vers Métropole et du Valtom. Voilà, pour savoir combien on a composté, combien on a Envoyé à la méthanisé. méthanisation. Parce qu'en fait, pour finir le processus, une fois que c'est basculé ici, c'est récolté par un camion Veolia. Veolia, et ça part faire de la méthanisation, faire du gaz. Voilà. Vous disiez que la méthanisation, c'était le surplus. Oui, ça c'est ça. Vous avez beaucoup de surplus? Ça dépend les moments, hein, ça ça dépend les dépend. saisons. Ça dépend, et puis c'est surtout quand nos bacs de compost sont pleins, là ça part tout à la méthanisation. Ah oui, oui, Parce c'est qu'on plein, oui. a un quota. C'est plein, oui, c'est vrai. Quels sont vos plus grands défis actuellement? Le défi, ça recoupe un petit peu ce qu'on disait, c'est essayer de se développer, de se faire connaître, voilà, on a un petit peu de mal à se faire connaître sur notre côté sensibilisation, surtout qu'on veut développer. Et le côté événementiel aussi, parce qu'en fait, on aimerait être un peu plus reconnu comme un lieu un peu culturel, où les gens ils viennent juste passer un bon moment, se rencontrer, faire un lien social. Parce qu'on fait des événements, typiquement Terra Fiesta, on fait des animations, il y a de la musique, il y a plein de choses. Donc ce serait pas mal qu'il y ait plus de gens qui savent qu'il y a même dans des petits assos, dans un petit espace, il y a des choses aussi pas mal qui se passent. Terra Fiesta, c'est notre événement annuel. Ah, d'accord. Donc ça, c'est au mois de mai. Le 23 mai, donc on invite tout le monde à venir. C'est un genre de porte ouverte, avec des ateliers, c'est festif, il y a des concerts, 2 concerts, le matin, l'après-midi. Il y a une petite buvette, il y a des petites choses De à quoi manger. Ouais. Et voilà, il y a des ateliers où les enfants peuvent fabriquer des choses, apprendre quels animaux il y a dans le compost, choses comme ça. Ou adultes. Ou adultes, les enfants, les adultes aussi. Mais oui, il y en a plein que ça, intéressant Ouais. de voir
Le compost, les bestioles du compost, il y en a plein, ouais. C'est sympa. Puis sinon, on fait aussi, donc tous les premiers samedis du mois, on fait c'est un repas partagé. Et le premier du mois, un mois sur deux, enfin bon bref, c'est un peu compliqué, mais on s'est annoncé à l'avance. On fait un truc qui s'appelle Terra Musical, c'est un repas où chaque participant peut venir avec son instrument et ils jouent tous ensemble, ils font des petites impros. C'est très sympa, surtout l'été. C'est très sympa. On vous entend dans tous les alentours. Pas tous les alentours, mais c'est sympa, ouais. C'est joyeux, c'est convivial. On essaye aussi de créer du lien social, parce que c'est important, le lien social. Il faut que les gens sortent de chez eux pour aller connaître leurs voisins, et parfois du mal. Donc des lieux comme ça peut aider à créer ce fameux lien. Les habitants alentours qui viennent spontanément ici, vous avez quelle diversité de profils? On a tous les profils, tous les âges. En fait, tout dépend des jours. Typiquement, les mercredis après-midi, on a énormément de parents qui viennent avec leurs enfants. Parce que l'après-midi, ils reviennent de leur activité de sport, de musique, de je ne sais quelle activité. Et après, sinon, on a aussi énormément de personnes juste qui passent. Qui passent juste comme ça, ils disent c'est ouvert, parce qu'on n'est pas ouvert tous les jours, donc ils en profitent. Et on a aussi les personnes qui viennent prennent un bus à la gare routière. Donc on a la gare routière juste là. Et du coup, ils viennent passer du temps. Ils disent c'est ouvert, ils viennent, on leur paye un café. Très bien. C'est sympa, ouais. Ouais. Ouais, c'est sympa. C'est ça le lien social en fait. Tous les profils. Ouais. On a oublié de vous dire qu'on a eu un prix. La ville de Clermont organise chaque année un événement, enfin un concours qui s'appelle Mon Jardin à Clermont. Et on avait postulé dans la catégorie Jardin C'est refuge Oasis de biodiversité, voilà. Et on a eu un prix. Ah, super. Parce que notre jardin était beau. En plus, ils sont venus visiter en septembre. Tout était en fleurs. C'était magnifique. Donc on a eu un prix. Félicitations. Voilà, félicitations. On a le diplôme pour approuver. On a le diplôme. Tester, Non, ça a été reconnu par des gens qui sont un peu experts quand même, que le jardin était bien beau et puis surtout adapté à la biodiversité. Ça nous a donné un peu de baume au cœur. Et c'est vrai qu'en plein centre-ville, ça fait cet îlot de fraîcheur, cet archipel de fraîcheur. C'est ça. Ouais, c'est ça. Comment vous collaborez avec les autres associations et les organismes environnementaux? Le monde associatif, c'est un petit milieu et c'est vrai que tout le monde se connaît. C'est un petit peu cliché, mais bon, je connais vite. Je sais que je suis arrivée depuis 1 an et c'est vrai que il en faut pas beaucoup de temps en fait pour commencer à connaître pas mal d'associations qu'il y a aux alentours. Ils sont autour, on les connaît tous, on fait des petites soirées ensemble. Pour apprendre à se connaître justement, on essaie d'organiser ça plusieurs fois. C'est ça. On fait. L'événement aussi où on accueille, on met à disposition l'archipel des Salins quand une association fait appel à nous ou a besoin. Typiquement, le guidon dans la tête, il y a l'Euro-recyclage le 3 avril. C'est une association qui s'occupe de vélos. Ouais, d'autoréparation. Autoréparation de vélos. Et du coup, ils accueillent à Clermont des personnes qui viennent de partout en France et cherchent des lieux pour mettre en place des activités sur ce sujet. Donc du coup, le vendredi après-midi, on leur met à disposition le site. On prête le lieu. Super, génial. On essaye. On fait des petites soirées comme avec le Café Flex, on fait des petits apéros associatifs, rencontres interassociatives. On essaye un petit peu. On fait ça. Comment on vous rejoint? Comment on vous soutient alors? Il faut venir. Il faut adhérer. C'est ça. Faut venir, même si on n'adhère pas forcément. Juste le fait de venir découvrir, participer aux ateliers, c'est nous soutenir. C'est montrer qu'on ne fait pas ça pour rien non plus et que ça intéresse du monde. Ça peut être faire du troc de plantes, troc de graines. Ça peut être l'adhésion à prix libre. Donc en fait, peu importe vos moyens, le but c'est que même si c'est 0, au moins vous nous soutenez. C'est une marque de soutien. Ouais. Ça peut être donner un petit peu de temps, même si c'est de manière ponctuelle pour des événements. Typiquement, Terra Fiesta, on est toujours en recherche de bénévoles. Vous avez 1 heure, 2 heures, venez. Plein de manières. Ou des petites choses à faire au jardin aussi, 1 heure, 2 heures. Si on est fort, pas fort, si on a envie juste de gratter. Chacun trouve ce qu'il aime faire en fait. Oui, c'est ça. Typiquement, il y a des bénévoles
ils sont pas forcément jardin à jardiner, mais plus à cuisiner. Oui. Je pense à Doua, qui Doua, adore qui est là. cuisiner, référente cuisine. Référente Et elle cuisine. adore, Elle adore, ouais. Super. pour tous les goûts. Pour tout le monde. Eh ben, pour finir, quel message vous aimeriez passer? Venez nous voir, Venez, simple, efficace. on a besoin de tout le monde, venez. Venez, regardez la nature, faites attention à elle. Mm. On a besoin. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux pour cet Merci échange, à vous. votre partage. Merci à vous. Merci à vous. On vous souhaite plein de belles choses avec Terra Preta. Et puis, Merci, merci. merci beaucoup. C'est donc aux abords du jardin pédagogique de Terra Preta que se termine ce nouvel épisode de Fragments d'essence dans le cadre du podcaston. On tient bien entendu à remercier l'ensemble des bénévoles pour leur accueil chaleureux et notamment à Chantal et Elisa pour leurs réponses à nos questions. On espère que cet épisode vous aura plu et bien plongé dans cet univers paisible, naturel, vivant et bienveillant. Pour soutenir l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur place et à participer aux différentes activités qui y sont proposées tout au long de l'année. Vous ne serez pas déçus de l'accueil. Les références en lien avec Terra Preta sont bien entendu mentionnées dans la description. À bientôt et surtout, prenez bien soin de vous et de notre environnement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.